quelle que soit l'appartenance politique, partisane que vous avez, mais là, il s'agit de l'intérêt du Congo, de l'intérêt des Congolais. Il faut qu'il y ait un sursaut. Ne mettez pas des bâtons dans les roues inutilement, simplement parce que ça vous fait plaisir de voir le programme du chef de l'État échouer. Non, on doit penser à la population, on doit penser au lendemain de ce pays. Nous n'en avons pas deux, il n'y en a qu'un. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le docteur Silas Makangu Mimile, qui est serviteur de Dieu, entrepreneur, coach, chef d'entreprise et analyste politique. Il nous a donné sa vision du message du chef de l'État et sa vision par rapport aux consultations nationales. Ce soir, nous revenons avec un nouveau programme. Dans le menu, nous avons le sujet qui défraye la chronique, dépassement budgétaire, les Kuluna à Kanyama-KCC, la gratuité de l'enseignement où nous en sommes, ainsi que pour terminer, les consultations nationales. Pour en parler, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous, monsieur le porte-parole du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la personne du professeur Kasongo Mwemba Yamayamba, que je m'en vais saluer. Professeur, nous vous saluons. Je salue aussi. Comment vous allez, professeur? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci de nous faire honneur de nous recevoir pour échanger ce soir. La présidence de la République, pour certaines langues, et selon le rapport présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances, M. José Sélé Yalagili, la présidence de la République, mauvais élève, dépassement budgétaire, lorsque les caisses, la trésorerie de l'État congolais est en difficulté, il y a de l'argent, des dépenses qui coulent à flot au sein de la présidence de la République. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, professeur Kasongo? Il y a beaucoup à dire par rapport à ce projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale sur la reddition des comptes pour l'exercice 2019. Première chose à dire déjà, c'est que c'est un projet de loi qui a été déposé hors délai. Le dernier délai, ça devait être tout au plus tard, le 15 juin. Deuxième chose, ce projet de loi, avant d'être déposé pour la discussion en plénière, devait d'abord être avalisé par les partis mis en cause. Vous dites qu'il y a dépassement, mais vous faites la comparaison des chiffres avec notamment la présidence de la République. Et troisième chose qui n'a pas été respectée, c'est qu'il faut la certification des chiffres par la Cour des comptes. Ça n'a pas été fait. On s'est vite précipité, tout en étant en retard, pour aller déposer ce projet de loi de reddition des comptes. Eh bien déjà, il y a ces anomalies. Déjà, le fait que ça a été déposé en retard, hors délai, suffirait simplement à disqualifier les personnes qui vont aller... Nous avons entendu beaucoup de députés du FCC se gargariser par rapport au dépassement de 316, je crois, %. Mais si on regarde le rapport de la reddition des comptes de l'exercice précédent, le dépassement était de plus de 900 %. Je voudrais ici dire également une chose. Lorsque l'on prend le budget 2019, ce budget a été introduit par l'administration du précédent président. Et toutes les rubriques qui ont été renseignées dans ce budget ont été renseignées par rapport à l'exercice précédent, par rapport à l'administration précédente. Vous savez très bien que lorsqu'il y a changement de président de la République, il y a un certain nombre de dépenses qui s'invitent, notamment rien que pour la passation des services, la passation des pouvoirs. Il y a d'autres
dépenses qui n'avaient pas été prévues, mais qui ont été engagées. Vous savez, le président de la République n'a pas hérité de la résidence présidentielle. Il a dû se contenter de la résidence de la cité de l'Union africaine. Et donc, il fallait engager des travaux pour réaménager, pour une résidence sur le site du Mont Ngaliema. Vous avez des dépenses qui ont été engagées, notamment pour la rétribution de l'ancien chef de l'État. 680 000 $, si ma mémoire ne me trompe pas. Tous ces travaux, tous ces coûts n'ont pas été pris en compte au moment de l'élaboration du budget. Ce n'est que normal qu'il puisse, in fine, y avoir un dépassement. Je rappelle ici que ce dépassement est de 316, je crois, %. Mais si vous examinez les administrations antérieures, les exercices antérieurs, vous verrez bien qu'on est vraiment en deçà, largement en deçà des dépassements antérieurs. Ce qui signifie simplement d'abord que les budgets qui sont alloués ne sont pas réalistes, puisque les besoins qui se présentent exigent qu'on trouve d'autres ressources. Et je pense que les députés qui, au lieu de se gargariser sur ces dépassements, devraient plutôt allouer des moyens conséquents au président de la République pour le fonctionnement de cette institution. Alors, peut-être un dernier mot quand même sur cela. Lorsque on considère les prévisions budgétaires, lorsqu'on considère ce que l'on a dépensé et que l'on trouve qu'il y a des débordements, des dépassements, je crois que pour aller introduire un projet de loi, la moindre des choses, c'est de respecter la procédure. Quel crédit pouvons-nous accorder à un document qui a été, 1, introduit hors délai, 2, qui n'a pas été confronté entre les parties mises en cause, et 3, qui n'a pas reçu la certification de la Cour des comptes. Alors bien sûr, on sort des chiffres fantaisistes, 14 000 %, etc. La réalité va nous rattraper, il n'y a pas de problème. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau programme Deadline. Nous recevons pour vous Monsieur le porte-parole du chef de l'État. Nous sommes sur la question du dépassement budgétaire. Professeur, vous vous insurgez sur la forme, le délai, le dossier ou le projet de loi n'a pas été certifié par la Cour de compte. Mais si nous restons sur le fond, par exemple la rémunération de l'ancien chef de l'État, qui est à votre charge, parce que c'est votre présidence. Par exemple, les nombreux déplacements du chef de l'État, c'est vrai, il doit se déplacer, il y a des frais. Par exemple, certains travaux qui ont été menés dans le cadre de 100 jours, projet 100 jours, tous ces éléments-là, initialement, ensemble avec les téléspectateurs, est-ce qu'il n'y a pas une programmation de dépenses à effectuer au niveau de la présidence? Par exemple, pour cette année, les dépenses sont de telle rubrique à telle rubrique et ça atteindra approximativement, selon les projections, X montant. Ça, c'est ma première préoccupation, ainsi que celle des téléspectateurs. La deuxième, si tous les éléments concernant la forme n'ont pas été pris en compte par le ministre des Finances, M. José Sélé Yala-Guili, est-ce que cette démarche, selon vous, est-ce de nuire à l'image du chef de l'État concernant la bonne gestion? Voilà les deux petites préoccupations. Il me semble que poser la question, c'est déjà y répondre. Quel intérêt un ministre des Finances a-t-il à s'amener au niveau du Parlement avec des chiffres qui n'ont pas été certifiés par la Cour des comptes? C'est une question que tout le monde doit se poser. Je ne m'attarde pas seulement sur la forme. Lorsque l'ancien chef de l'État touche le montant que je vous ai cité,
Ce n'est pas la forme. Nous sommes dans le fond. Autre chose également, on insiste sur une ligne budgétaire. Les voyages du président de la République. En même temps, on oublie qu'il y avait un avion présidentiel. C'est comme pour la résidence présidentielle. Il y avait une résidence présidentielle qui tout d'un coup a été privatisée. L'avion présidentiel a disparu dans le ciel congolais. Mais il faut bien que le chef de l'État se déplace. Et les fameux 14 000% dont on a parlé avec pompe à l'Assemblée nationale ne concernent en réalité que la ligne déplacement du chef de l'État. Et vous comprenez bien que lorsqu'on va sortir une ligne budgétaire où il y a effectivement peut-être un chiffre qui semble gros, et on oublie tout le reste et on commence à le brandir, c'est dans quelle intention selon vous? Je vous ai rappelé ici que le budget 2019, sur lequel la reddition des comptes est discutée à l'Assemblée nationale, c'est un budget qui a été préparé par l'ancienne équipe. Et c'est tout à fait normal qu'avec toutes les dépenses qui sont entraînées par la passation des pouvoirs, par toutes les projections que le chef de l'État a faites concernant les travaux d'urgence, du plan d'urgence de 100 jours, qui n'ait pas été prise en compte. Mais je suis d'accord avec vous que ce sera certainement le cas pour le budget qui va être avalisé, qu'on suive absolument toutes les étapes. Qu'on suive toutes les étapes qu'un budget, qu'un projet de budget doit suivre normalement. Et je pense que les députés n'ont pas insisté là-dessus puisque ça a été fait. Ça a été fait dans les règles et je ne vois pas pourquoi on va insister sur une ligne budgétaire pour en faire un drame. Professeur, il y a aussi une petite inquiétude qui s'installe parce que lors des remises et reprises dans le cabinet du chef de l'État, sortant et entrant, il a fallu faire un état de lieu général, avoir le panorama de tout ce qu'il y a sur l'aspect matériel, technique et financier, et de ce côté-là, savoir quels sont les budgets ou bien les dépenses ou bien les charges que le nouveau cabinet présidentiel va hériter. Par exemple, on ne va pas s'attarder là, la rémunération de l'ancien chef de l'État. Ça a été voté par le Parlement. Oui, voté par le Parlement. Est-ce que le nouveau cabinet n'a pas émis des objections pour dire avec ça, nous n'allons pas tenir? Pour revenir sous guillemets, peut-être ça faisait partie d'un certain accord entre deux personnalités. Il n'y a pas d'accord. La rémunération de l'ancien chef de l'État a été votée. C'est une loi budgétaire. C'est une loi qui dit qu'il doit être rémunéré à tel... Par exemple, le nombre de sa garde, ainsi de suite. S'il vous plaît. Toujours à vos frais. Oui, mais écoutez, mais les députés, c'est pour ça que je dis souvent, hein, il faut que les députés se détachent de leur appartenance partisane. Vous allez voter une loi. Cette loi engage la République. Là, il s'est agi de la rémunération de l'ancien chef de l'État. Et cette rémunération, on n'a pas à discuter. C'est la loi qui la détermine. Et l'actuel chef de l'État, lui, il est payé combien? Pour que nous puissions savoir. Au moins, on aura des éléments pour faire la comparaison. C'est vrai que toute comparaison n'est pas raison, mais on sait reconnaître le moine à l'évêque par leur tenue. Le président de la République touche une rémunération qui a été déterminée toujours par les députés, par l'Assemblée nationale.
Mais c'est vous le journaliste. C'est moins de 30 000 $? C'est vous le journaliste, c'est à vous de vérifier pour voir quelle est la différence. Et vous verrez qu'elle est abyssale. Elle est abyssale. De partout, vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous recevons pour vous le professeur Kasongo Mwemba Yamba Yamba. Avec nous, il est le porte-parole du chef de l'État. Nous venons à cette grande question. Vous avez vu une vague de jeunes délinquants quittant Kinshasa pour Kanyama KCC. La police nationale et l'armée se sont impliqués, mais nous le savons très bien. Ni la police ni l'armée ne peuvent prendre des décisions sans l'ordre, sans l'aval du commandant suprême. Et là, nous allons poser des questions en ce sens auprès de son porte-parole pour avoir la parole portée par le chef de l'État, par le professeur Kasongo Mwema Yamba Yamba. Professeur, est-ce que le président de la République suit de près la navette qui se fait des jeunes délinquants appelés Kuluna pour la province de Lomami, si je ne m'abuse pas, où se trouve Kanyama KCC? Est-ce qu'il le suit cela? Parce que les habitants de Kanyama KCC, qui sont aussi des compatriotes congolais, s'insurgent pour dire pourquoi les déverser des bandits de Kinshasa, ceux que Kinshasa ne sait pas trouver de solution, pour aller déjà dans un coin où il manque de tout, pour ajouter encore des problèmes. Est-ce que le chef de l'État gère ses administrés à la même hauteur? Déjà, il faut savoir une chose. Le chef de l'État travaille avec un gouvernement. La question que vous posez est une question qui relève du ministère de l'Intérieur. Et l'objectif qui est visé par le déplacement de ces personnes vers le site de Kanyama KCC, qui est un site d'exploitation agricole. C'est le service national qui relève effectivement de la présidence de la République qui gère ce site de Kanyama KCC. L'objectif, c'est quoi? Ces personnes qui sont laissées en déshérence ici à Kinshasa ont là la possibilité de se reconvertir. Ils ont la possibilité de pouvoir en même temps être utiles à la société parce qu'ils vont s'adonner à des travaux agricoles. Je vous signale que le service national est encadré par un général et qu'il produit actuellement d'excellents résultats. Comment s'organise l'encadrement de ces jeunes qui sont délocalisés de Kinshasa à Kanyama KCC? Cela relève de ses attributions. Que les populations s'inquiètent. Qui ne s'inquiéterait pas d'apprendre qu'il y a des Kuluna, des délinquants qu'on a délocalisés de Kinshasa pour les déverser à Kanyama KCC. Si on les avait déversés à Kanyama KCC pour qu'ils aillent se promener dans les villages voisins, ça, j'avoue que ce serait bien plus inquiétant. Mais ils sont dans un centre. C'est un centre qui est géré de façon quasiment, j'allais dire, militaire. Et ces personnes, ces jeunes gens ne sont pas délaissés. Ils ne sont pas en train de se promener dans les rues. Ils sont dans un centre pour s'adonner à des activités agricoles. De ce point de vue-là, je n'ai pas encore reçu de plaintes ou d'éléments d'information disant que depuis qu'on a fait ce déplacement, il y a recrudescence ou il y a naissance soudaine de banditisme dans la région. Mais quoi qu'il en soit, les responsables de ce secteur du service national ont à leur disposition les moyens nécessaires
de maintenir la discipline au sein du site sur lequel on a déplacé ces jeunes gens. L'objectif, encore une fois, c'était qu'ils puissent avoir une activité. Puisque ici à Kinshasa, bon, vous circulez comme moi, ce sont pour la plupart des jeunes gens qui n'ont pas d'activité. Et là, il y a une activité. Donc d'une part, ils seront utiles, déjà parce qu'ils vont s'adonner à une activité, ils ne seront pas délaissés à eux-mêmes, et puis en plus, ils vont être utiles à la nation, puisqu'ils vont participer à la production agricole. Donc je ne pense pas que l'idée en soi soit mauvaise, et même, il me semble qu'elle est plutôt intéressante. Tout dépend maintenant de la manière dont ils sont encadrés pour participer aux activités agricoles à Kanyama-Kasese. Professeur, nous arrivons à une préoccupation des parents. Le chef de l'État a proclamé la gratuité de l'enseignement, mais il faut se dire quelque part, elle bat de l'aile, parce que certaines écoles, notamment les écoles catholiques, ont repris avec la prise en charge directe des enseignants par les parents. Nous les avons suivis dans les médias. Les populations du chef de l'État, ceux qui suivent le chef de l'État n'arrivent pas à comprendre. Le chef de l'État est le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions et de tous les aspects de vie dans leur domaine en République démocratique du Congo. Donc on peut dire après Dieu, sur le Congo, c'est lui. C'est lui qui veille sur tout. Mais l'éducation des enfants, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, formé dans le travail, préparé. Mais cette préparation, elle est à demi-teinte. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que les téléspectateurs qui vous suivent peuvent croire que la promesse du chef de l'État sur la matérialisation de la gratuité de l'enseignement est dans le droit chemin? Professeur. Pourquoi vous parlez de promesse? Ce n'est pas une promesse. Parce qu'elle n'est pas encore réalisée. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Là, vous prenez des cas spécifiques. Déjà, ce problème s'était posé à l'époque où la mesure a été rendue effective par le chef de l'État. On a observé des grèves larvées dans les écoles privées, mais les écoles conventionnées, catholiques notamment, où les enseignants estimaient qu'il y avait un grand manque à gagner par rapport à ce qu'ils pouvaient collecter suite à la contribution des parents. Mais si vous enlevez ces cas, et ici nous faisons la différence entre l'école publique et l'école privée, si vous enlevez ces cas, la gratuité de l'enseignement n'existe plus. Parce qu'il y a quelques établissements scolaires où, pour des raisons sans doute qui peuvent être expliquées valablement par les responsables de ces établissements, mais ce n'est pas parce que dans quelques établissements de l'enseignement privé ou de l'enseignement conventionné, il existe un regain de ce qui a été combattu jusque-là, à savoir la contribution des parents. Ce qu'il faut retenir, et ça je pense que la réforme de ce secteur-là ne l'exclut pas. Quand vous prenez l'enseignement public dans les pays occidentaux, par exemple, l'enseignement reçoit la contribution des municipalités. Mais il arrive que de façon volontaire, parce que, ici nous prenons par exemple le cas de, vous avez parlé de Boboto, ce sont des écoles qui ont un certain niveau de réputation et qu'ils aimeraient bien maintenir cette réputation d'école où l'enseignement est véritablement de très grande qualité. Mais la loi n'interdit pas une intervention volontaire, une contribution volontaire des parents. La loi ne l'interdit pas. Ailleurs, ça se fait aussi.
Donc si, de façon volontaire, des parents veulent contribuer à faire quelque chose, la loi ne l'interdit pas. Mais la loi dit que dans l'enseignement public, au niveau du primaire, on ne peut pas rejeter, refuser d'inscrire un enfant parce qu'il n'a pas de l'argent. C'est ce que dit la loi. Donc, on ne va pas dire que la gratuité de l'enseignement est passée par pertes et profits, parce qu'il y a quelques établissements de l'enseignement privé ou de l'enseignement conventionné qui font revenir à petits pas des pratiques que l'on pensait éliminer avec la mesure de gratuité de l'enseignement. L'État n'arrive pas à prendre en charge totalement tout ce qui est charge concernant la mise en œuvre de cette gratuité. Les nombres des écoles, les infrastructures, les matériels didactiques, tout ça, ça pose problème et les gens ont peur, surtout les enseignants qui sont aussi des parents, ils se disent comment nouer les deux bouts du mois. C'est la raison pour laquelle, est-ce que c'est une promesse qui tiendra la route? Mais en tout cas, pour l'instant, il tient la route. Ce n'est pas parce que vous prenez 2 ou 3 cas que cela que cela annule l'effectivité d'une mesure qui est c'est la raison pour laquelle certaines langues proposent que l'IGF aussi aille à la présidence pour faire certains contrôles financiers, pour voir où va l'argent qu'on parle dans les dépassements. Ce que vous ignorez sans doute. Parce qu'il faut que cet argent puisse servir à autre chose, appuyer la gratuité, appuyer les jeunes Koulouna à se réinsérer, par exemple. Ce que vous ignorez, c'est que l'IGF dépend de la présidence de la République. Et ça poserait problème si... Ça ne pose pas de problème. Le président de la République a été le premier à souhaiter que l'on fasse un audit. Vous connaissez l'histoire de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Oui, c'est là où j'allais en venir, donc stopper net. Oui, mais attendez, je ne comprends pas très bien votre question. Si effectivement on avait peur que l'IGF, que les inspecteurs trouvent des choses indélicates, mais on ne les lancerait pas sur le terrain. L'IGF était mort de sa belle mort, ici. Vous avez déjà entendu je crois que vous avez également appris. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ça, on a commencé par la présidence de la République. Avoir un rapport de l'IGF sur les états financiers de la présidence. Je ne sais pas ce que vous attendez de plus. Vous avez suivi ici, il y a même eu des procès publics qui sont même passés à la télévision. Grâce à un certain monsieur Sélé José Yalaguili qui a dit non à certaines dépenses, que vous disiez peut-être qu'il est de mauvaise foi aujourd'hui. Mais le ministre des Finances a un rôle à jouer dans un gouvernement. Le ministre des Finances gère les finances de l'État. Il y a un certain nombre d'accords qu'on a passés avec les structures de financement internationales. Et le ministre des Finances est tenu de rester dans les règles sur lesquelles il s'est entendu en tant que représentant du gouvernement congolais avec ces institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc. Donc, c'est son rôle à lui de rappeler à chaque fois, il y a un conseil de ministres qui se tient toutes les semaines, sauf depuis... c'est la question que j'allais poser. À oui, quand le retour on y va. Le président de la République est méthodique. Il vous a dit, je vais consulter. Je crois que ce sera la dernière question. Oui, c'est la dernière question. On y reviendra donc. Après les consultations, je reviendrai vers vous. Et c'est là que je vais vous dire les décisions que ces consultations m'ont amené à prendre, même si, effectivement, en convoquant ces consultations, le président de la République a bien une idée de ce qu'il convient de faire. Le 23 octobre 2020, le chef de l'État a échangé sur les antennes de la RTNC avec la nation congolaise, relevant les embûches à sa politique, relevant les embûches à la destinée
de la population congolaise. C'est la raison pour laquelle il a initié les consultations nationales afin de sauver le peuple congolais d'un blocage qui se pointait à l'horizon, ou peut-être qui s'est déjà pointé. C'est la deuxième partie de nos échanges avec monsieur le porte-parole du chef de l'État. Monsieur le porte-parole du chef de l'État, le 23 octobre, nous avons remarqué un chef de l'État indigné, un chef de l'État qui voulait parler avec son cœur. Peut-être, certaines langues disent qu'il avait peut-être changé à la dernière minute sa communication parce que ça allait être encore plus virulent que ça. Il a mis l'eau dans son vin parce qu'il y a certaines personnalités internationales qui l'ont appelé pour dire « mets un peu d'eau dans ton vin ». Va méthodiquement. Vous allez nous dire la vraie version, monsieur le porte-parole du chef de l'État. En 2 minutes, si on doit refaire l'histoire, comment comprendre cet échange avec la population ce 23 octobre, avant d'entrer dans les consultations? Ben, vous parlez d'accord, moi je n'ai pas parlé d'accord. FCC cash. Oui. Même dans la gestion, un quota pour le FCC, un quota pour le cash dirigé par le chef de l'État. Le gouvernement sous sa mainmise, d'où nous avons vu une certaine danse qui n'a pas plu à certaines personnes. Celui-ci boude le chef de l'État qui n'est pas content, ainsi de suite, juste à la prestation des serments de 3 juges et après l'abcès écrévé le 23 octobre. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Rien d'autre que ce que vous avez tous constaté. Les blocages dont a parlé le chef de l'État le 23 octobre sont des blocages que tous les Congolais voient. Allons-nous continuer dans ce sens? Je vous rappelle que c'est une première expérience en ce qui concerne la gestion de la chose publique dans notre pays. Cette coalition, le président de la République a été élu pour diriger ce pays pendant 5 ans, mais les mêmes électeurs qui lui ont confié les rênes du pouvoir ne lui ont pas accordé la majorité nécessaire pour bien mettre à profit, pour bien mettre en musique son programme de société, son projet. Que fallait-il faire? Se regarder en chien de faïence en se disant c'est moi qui suis le président et vous, ils vont vous dire c'est nous qui avons la majorité. On allait commencer à se tirailler. Le chef de l'État a délégué un certain nombre de collaborateurs qui ont engagé des discussions pour s'entendre sur un programme pour gouverner ensemble. C'est l'expérience qui a été tentée. Je rappelle que c'est une première. Mais on ne doit pas s'étonner que cette expérience puisse avoir des ratés. Ce qu'on aurait pu reprocher au chef de l'État, et certains n'ont pas manqué d'ailleurs de le faire, c'est de ne pas remarquer qu'il y avait des couacs. Le chef de l'État, à chaque fois, a cherché à en discuter avec la partie qui est dans la coalition, pour à chaque fois essayer de, comment dirais-je, tirer les C'est lui qui arrondissait les angles. Oui, mais c'est normal, c'est lui le chef de l'État. Il ne peut pas non plus à chaque fois dire, écoutez, on claque la porte. On claque la porte pour aller où? Maintenant, là, on va vers le claquement de la porte ou pas? Bah, ça, Parce que quels sont les objectifs ou l'objectif poursuivi par les consultations? Rester avec ce même cadre de configuration en sachant qu'il n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale? Ou bien il va rechercher à débaucher, comme certaines langues, pour se faire une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, tant que ses partenaires lui demandent d'arrêter avec les consultations pour revenir à l'accord et suivre les prescrits
de la Constitution, monsieur le porte-parole? Le président de la République était très clair. Il n'y a aucun accord qui doit être placé au-dessus de ses prérogatives constitutionnelles. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, il est vrai que ceux qui, pour la plupart d'ailleurs, ont dirigé ce pays, qui ont un certain nombre de casseroles, ils traînent derrière eux, ne l'entendront certainement pas de cette règle. Mais le président de la République a des comptes à rendre aux citoyens. Ça se fera dans quelques années, c'est vrai, mais il ne peut pas non plus dire « je ferme les yeux » là où manifestement on risque d'aller dans le mur. D'où cette idée d'en appeler à l'union sacrée de la nation. Ça signifie quoi? Je crois qu'il faudrait que quand même les gens comprennent très bien Faites-nous comprendre, quel est professeur. l'esprit dans lequel le président a lancé cet appel. Quand on parle d'union sacrée, ça signifie qu'on oublie les appartenances partisanes. C'est l'intérêt de la nation qui est mis en avant. Vous avez à discuter des lois. Lorsque vous discutez des lois, si vous voyez que manifestement cette loi, prenons par exemple, pour ne citer que celle-là, la loi Sakata Minaku, où manifestement on ne va pas dans le sens voulu par le chef de l'État, à savoir l'indépendance de la magistrature, l'indépendance des juges, l'indépendance de ceux qui ont à juger. Mais je suis d'accord avec vous. Un petit instant, je termine juste là. Oui. Lorsque on se dit, nous savons que cette loi, c'est une loi qui va causer du tort. C'est une loi qui ne va pas dans le sens de l'indépendance de la magistrature, mais on veut quand même la faire passer. Il y a un problème. Mais il y a un mécanisme qui le permet. Au sein de l'Assemblée nationale, oui, ceux qui sont majoritaires, ce sont ceux qui votent les lois et les lois passent. Oui, mais maintenant, ma question est celle-ci. Nous sommes d'accord. Oui, ma question est celle-ci. Oui. En connaissant le vrai problème, qui est la majorité au sein du Parlement congolais, parce que cette majorité est détenue par l'ancien chef de l'État et sa famille, le FCC, qui était une plateforme électorale devenue une plateforme politique qui va aller en association, en addition avec le cash. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que ces consultations permettront de reconfigurer l'âme même des lois en République démocratique du Congo? Parce que si nous allons rester avec les mêmes causes qui produisent les mêmes problèmes, parce que nous connaissons, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que les consultations de l'Union nationale serait pour le chef de l'État la possibilité de changer cette configuration au sein de l'Assemblée nationale pour éviter, par exemple, des lois qui vont à l'encontre à promouvoir la liberté ou l'autonomie de l'appareil judiciaire congolaise et que nous puissions avoir des personnes qui viennent avec des lois que la population considère comme improductives pour elle? Je crois que le président de la République répondra plus, comment dirais-je, de façon plus exhaustive à cette question, parce que c'est lui qui consulte. Et les personnes qu'il consulte s'ouvrent à lui et lui disent un certain nombre de choses. Nous savons que beaucoup de députés, en particulier de la famille du FCC, reçoivent des mots d'ordre. Dans telles circonstances, vous irez dire ceci, vous irez faire cela. Ce mot d'ordre-là, vous avez d'ailleurs eu à le vivre. Mais si ce mot d'ordre ne produit pas des lois qui vont dans le sens recherché par la population, il n'y a pas d'autre possibilité que de chercher à, comment dirais-je,
refonder la composition du Parlement. Le chef de l'État compte sur la prise de conscience. C'est ça l'union sacrée. Vous faites taire vos appartenances partisanes. Vous visez l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, les députés qui sont élus, ils représentent les électeurs qui les ont envoyés au Parlement. Donc, ils vont se mettre régulièrement en porte-à-faux avec ceux qui les ont mandatés. C'est une position intenable. Professeur, oui. Je termine. C'est une position intenable et insoutenable parce que ceux qui vous ont confié votre mandat attendent de vous que vous apportiez des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas en bloquant l'action du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle il y a ce n'est pas en 14 000 données pour les députés de l'autre côté. Ce n'est pas pour rejoindre le camp du chef de l'État. Ce n'est pas en bloquant l'action du chef de l'État que vous allez faire avancer la cause de la nation. Ce n'est pas en bloquant le chef de l'État. Au contraire, vous faites souffrir davantage la population. Parce que le chef de l'État est allé en association avec ceux dont il pense qu'ils font souffrir la population congolaise. Le président de la République ne l'a d'ailleurs jamais caché. Il regrette. Son travail, ce n'est pas d'exclure des personnes, quel que soit le passé. Mais il espère que ces personnes vont s'amender l'espérance pour aller dans le sens voulu par le souverain primaire qui les a envoyés dans les institutions parlementaires. Et donc, c'est dans ce sens qu'il a lancé cette union sacrée de la nation. Il reçoit tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Même s'il avait dit qu'il va rechercher plus, inviter plus les personnalités ayant une assise, une certaine représentativité. Naturellement. On a vu tout le monde, on a vu M. Léon Kengo, M. Mbemba, M. Moïse Katumbi, après 5 ans ici à Kinshasa, grâce aux consultations, le prix Nobel de la paix, nous avons vu les artistes, comédiens, musiciens, nous avons vu les étudiants, la société civile, c'est ouvert à les tous. églises. Mais naturellement, on prendra les personnes qui représentent un certain nombre de catégories. Comment tamiser toutes ces données-là? Et aussi, le FCC a donné ce mot d'ordre à tous ces gouverneurs de venir à la consultation, même si initialement c'est le cabinet du chef de l'État qui les a invités. Mais je ne vois pas d'abord pourquoi il faut qu'il y ait un mot d'ordre pour qu'un gouverneur, qui est le représentant du chef de l'État en province, vienne répondre à un appel du chef de l'État. Il faut un mot d'ordre. Parce que ce représentant du chef de l'État appartient à une famille politique oui, mais attendez, bien donnée. Non, mais attendez, appartient à une famille politique, je veux bien. C'est une plateforme électorale en plus. Bon. Que le gouverneur de province, qui représente le chef de l'État, doit attendre un mot d'ordre qui vient de quelqu'un qui n'a aucune fonction officielle pour venir répondre. Mais voilà où nous en sommes arrivés. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça l'esprit que le chef de l'État veut que le Congolais, surtout l'homme politique congolais, puisse s'imprégner de ça. Vous êtes un élu national. Vous n'êtes pas un élu FCC. Vous êtes un élu national. Certaines langues pensent que ces consultations, les acteurs principaux ne sont pas associés. Monsieur Martin Fayoulou, qui conteste les élections. Les acteurs principaux. Oui, les en quoi sont-ils principaux? L'ancien chef de l'État, Monsieur Joseph Kabila, c'est entre peut-être ces acteurs-là qu'il y a la solution. En quoi sont-ils principaux, ces acteurs? Parce qu'il y a un qui a la majorité au sein du Parlement. Oui. Il y a l'autre qui a contesté la légitimité, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle la Cinco, les évêques prennent de l'avant. Ils ont consulté à leur tour, à leur manière, le chef de l'État. Ils sont allés consulter l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila. Ils sont allés chez J'espère que vous vivez dans ce pays. Martin Fayoulou. J'espère que vous vivez dans ce pays. Vous n'avez jamais vu le président de la République rencontrer et discuter longuement
avec son prédécesseur? Mais pas dans ce format. S'il vous plaît, vous ne l'avez jamais vu discuter avec l'ancien chef de l'État? Mais pas dans ce format. Oui, mais attendez, pas dans ce format, ça veut dire quoi? Ce format où le chef de l'État déclare lui-même devant tout le monde le 23 octobre 2020 sur les antennes de la RTNC que ça ne va pas. Mais... Parce qu'à l'époque, c'était pour arrondir les angles, quand les autres disaient que ça ne va pas. Mais cette fois-ci, c'est le chef de l'État lui-même qui dit « ça ne va pas ». Monsieur le porte-parole du chef de l'État. Et donc, pour ça, il faut impérativement qu'il y ait de nouveau des discussions. Mais le président de la République, de toute façon, est ouvert. Qui invite? C'est ceux qui demandent d'être invités ou bien c'est le cabinet du chef de l'État qui invite? Le cabinet du chef de l'État prépare les assises. Le cabinet du chef de l'État prend contact avec les différentes personnalités susceptibles d'être approchées pour apporter des renseignements, des informations. D'être approchés. Donc, ceux qui ne sont pas susceptibles ne peuvent pas être approchés. Par exemple, M. Martin Fayulu, par exemple, l'ancien chef de l'État. Vous n'avez pas vu des personnalités appartenant au FCC rencontrer... Ce sont que des appartenants, mais pas les responsables. Bon, écoutez. Donc, pour vous, la solution, c'est une rencontre... Non, c'est pas moi. Tshisekedi, Kabila, c'est pas moi. Là, c'est certaines langues, certains salons... Je viens de vous demander ici, je vous ai posé la question. Le président de la République a déjà rencontré plusieurs fois son prédécesseur. Ça, les gens n'ont pas vu? Ils l'ont vu. Et alors? Mais ce format actuel... Mais quel format actuel? Où le chef de l'État dit clairement que ça ne va pas. Il n'arrive pas à atteindre ses objectifs à cause des objectifs qu'il a présentés. Et vous pensez que quand il y avait ces entretiens entre les deux chefs d'État, il parlait de quoi? De la pluie et du beau temps? Ah là, on ne savait pas. Là, il n'était pas passé sur la RTNC pour nous dire. De toute façon, les consultations continuent. Je ne sais pas qui sont encore sur l'agenda. Bientôt, nous en saurons quelque chose. Bientôt, nous saurons exactement qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est échangé et à quelle conclusion cela a conduit le chef de l'État. Professeur Kassongo, oui. Est-ce que les consultations ont pris plus de temps que celles prévues? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Ou bien c'est dans un délai normal? Ça suit son cours normal? Le président de la République n'avait pas donné de délai. S'il avait donné un délai, je vous dirais oui, on a dépassé le délai. Mais il n'a donné aucun délai. Professeur, nous atteignons la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces consultations? Parce que c'est ça l'élément substantif que tout le monde attend pour voir le jour. Parce que les questions économiques ne sont pas parlées. Il y a la crise économique. Les parents ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Pas d'argent. Des gens qui dorment à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas payer les loyers. La police, l'armée, ainsi de suite. Plusieurs défis à relever. Mais nous constatons que la politique prend toute la place quand le peuple a faim. Un dernier mot pour mettre fin à nos échanges. J'espère que vous avez bien vu la plupart des personnalités qui ont été reçues par le chef de l'État. Il n'y avait pas que des politiques. Il n'y avait pas que des politiques. Il y a eu des scientifiques. Il y a eu des économistes. Il y a eu des dirigeants d'entreprises. Mais c'est pratiquement toutes les catégories qui ont été prises en charge par ces consultations. Chacun dans son domaine a eu à discuter, à échanger avec le chef de l'État pour lui dire, voilà, tel obstacle, Monsieur le Président de la République, je pense que si on intéressait par exemple tel, peut-être qu'il pourrait y avoir une solution. Toutes ces catégories ont été reçues par le chef de l'État. Donc on ne peut pas dire qu'on a oublié l'économie, non. Tout le monde est passé voir le chef de l'État pour discuter avec lui, voir concrètement qu'est-ce qu'il peut, lui, apporter à la construction de cette union sacrée. N'oubliez pas ce mot-là, n'oubliez pas cette expression-là. Le président de la République voudrait vraiment que ce soit ancré dans l'esprit du Congolais que nous n'avons qu'un seul pays, c'est celui-ci, et que nous n'avons qu'une seule chose que nous poursuivons,
c'est l'intérêt de la population, le bien-être de la population. Et si nous regardons tous cela comme étant l'objectif, je ne vois pas pourquoi moi je viendrais, simplement parce que j'ai reçu une injonction d'une autorité morale pour dire je vais quand même bloquer, sachant parfaitement bien que ce que je suis en train de faire, c'est la population qui va en souffrir. Je crois que c'est cette étincelle que le chef de l'État essaye de rallumer chez tout le monde. Quelle que soit l'appartenance politique, partisane que vous avez, mais là, il s'agit de l'intérêt du Congo, de l'intérêt des Congolais. Il faut qu'il y ait un sursaut. Ne mettez pas des bâtons dans les roues inutilement, simplement parce que ça vous fait plaisir de voir le programme du chef de l'État échouer. Non, on doit penser à la population, on doit penser au lendemain de ce pays. Nous n'en avons pas deux, il n'y en a qu'un. Et je crois que c'est cet appel-là que le chef de l'État a voulu lancer à ses compatriotes. Et les consultations ont été très ouvertes. Je me demande même si il ne pourrait pas y avoir une petite prolongation, tellement il y a une adhésion à cet appel à l'union sacrée de la nation. Voilà tout ce que je pouvais dire, en vous remerciant de m'avoir donné cette opportunité. Je crois qu'il faut continuer à avoir foi en la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a confiance dans la prise de conscience du Congolais. Et je crois pouvoir dire, un peu comme l'a dit, je crois d'ailleurs, un prélat, que de ces consultations ne peut sortir que le changement. Nous avons reçu pour vous le professeur Kassongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du chef de l'État. Merci de nous suivre et suivre les rediffusions et de nous suivre aussi sur les différentes plateformes Internet ou digitales de ce programme. Professeur, un grand merci.